Bonjour à chacun, j'aimerais aujourd'hui qu'on puisse corriger la partie 1 de l'épreuve physique 2 PSI du concours Minepon 2017. Donc cette épreuve était consacrée à la mission spatiale Rosetta. Donc je mets le lien pour l'énoncé en dessous de la vidéo, on peut le télécharger sur le site Minepon. Et donc on va corriger la partie 1 qui était très instructive, un peu tout ce qu'on peut te demander sur les satellites circulaires et sur les satellites elliptiques. Donc ça va être l'occasion de revoir la troisième loi de Kepler, la deuxième loi de Kepler avec la loi des airs. Et l'intérêt de ce sujet, c'était qu'on te faisait redémontrer la troisième loi de Kepler, mais pour un mouvement elliptique. Donc ça, c'était un petit peu délicat. Et on va voir tout ça ensemble. Alors, donc tu télécharges le sujet et tu l'imprimes. Donc dans la première question, je ne relis pas tout en totalité. On te demandait de redémontrer la troisième loi de Kepler. Donc T2 sur A cube égale constante, à partir d'une orbite circulaire et de le généraliser après pour une orbite elliptique. Donc puisque la comète Chury donc, va autour du Soleil décrire une orbite de ce type. Donc S, c'est un des foyers de l'ellipse. Ici tu as ce qu'on appelle le périhélie ou le péricentre de l'ellipse, donc le point le plus proche du Soleil. De l'autre côté, tu as l'apocentre, qu'on appelle aussi parfois aphélie ou aphélie, donc pour une comète ou pour une planète autour du Soleil. Donc on t'expliquait comment il fallait faire pour trouver la troisième loi de Kepler. Donc on applique donc, le système, c'est la comète, c'est toujours bon de le rappeler, hein. Donc le référentiel, c'est le référentiel héliocentrique, donc de Copernic, hein, ou de Kepler, donc supposé galiléen. Tu sais que c'est le référentiel galiléen, j'allais dire de référence. Et ensuite, donc, on va écrire directement donc, le principe fondamental de la dynamique, plus précisément le théorème du centre d'inertie. Donc on suppose qu'on a un mouvement circulaire donc, autour du Soleil. Donc l'accélération va être centripète. Donc il faut que tu connaisses l'expression de l'accélération. Donc là on a la comète de masse petit m. Donc masse fois accélération est égale à la somme des forces. Et bien sûr la force ici c'est la force de gravitation. Donc moins g, produit des masses sur r carré, vecteur ER. Donc l'accélération, alors bien sûr on va directement supposer que le mouvement est plan. Bon, on peut rappeler la formule r point point moins r θ point carré, 2r point θ point plus r θ point point, z point point. Donc dans le plan de la trajectoire, c'est le z égale 0. Hein, donc on aura moins g msm sur r carré. Bon, petit r, on va le transformer tout de suite en grand R carré. Donc le mouvement étant supposé circulaire, R point sont nuls. On peut démontrer d'ailleurs que nécessairement le mouvement est circulaire uniforme, puisqu'on voit là que θ point égale 0. Donc ça c'est la dérivée de la vitesse angulaire, donc ça veut dire que θ point égale constante. Et donc l'équation intéressante bien sûr c'est celle sur le vecteur ER. Donc on était dans la base ER, Eθ, EZ, hein, donc le vecteur ER, Eθ et EZ qui vient vers nous. Donc on aura moins mr θ point carré est égal à moins gmsm sur r carré. Donc on simplifie par la masse, etc. Évidemment, θ point, c'est oméga, c'est 2pi sur la période de révolution. Donc on réinjecte ça là-dedans et on en déduit la troisième loi de Kepler. Donc Tc carré sur r cube est égal à 4pi carré sur g fois la masse du Soleil. Donc c'est ce qu'on appelle la troisième loi de Kepler pour le mouvement circulaire. Alors, on peut démontrer, dit le texte, que cette relation se généralise en remplaçant R par le demi-grand axe de l'ellipse. Donc, dans le cas d'une ellipse, on admet, et on le démontrera d'ailleurs tout à l'heure, que T2 sur A cube donc, est égal à 4pi carré sur G fois la masse du Soleil. Alors ensuite, on te demandait donc une application numérique. Alors cette épreuve, si je ne me trompe pas, était sans machine à calculer.
Donc on a TC carré est égal à 4pi2 A cube sur GMS. Alors tout à la fin du sujet, on avait les valeurs de G, la valeur de la masse du Soleil. On te donnait aussi 2pi fois petit a, donc le demi-grand axe pour la comète. Donc on va faire apparaître ce 2pi. Donc là, comme on a du A cube, on va mettre 2pi a le tout au cube divisé par 2pi GMS. Donc on pouvait faire l'application numérique en se servant donc des valeurs du texte. Donc 33 10 puissance 11 le tout au cube divisé par donc 2pi 6 67 10 moins 11 donc, et la masse du Soleil 2 10 puissance 30. Donc ça valait à peu près 4 10 puissance 16. Donc c'était, attention, la période au carré. Donc on en déduisait que TC, c'était environ 2 10 puissance 8 secondes. Et comme on nous disait dans le texte qu'une année, c'était 1 tiers de 10 puissance 8 secondes. Donc on trouve environ 6 années. Donc la période de la comète Chury autour du Soleil, environ 6 ans. Alors, on va passer donc maintenant à la question numéro 2. Donc, on ne suppose plus la trajectoire circulaire. On note R, le vecteur position de la comète dans le référentiel héliocentrique. Donnez l'expression du moment cinétique. Donc, le moment cinétique, la définition, bien sûr, c'est la position vectorielle, la quantité de mouvement. Alors, à ce stade-là, ne dis pas que c'est m r carré θ point, puisque c'est après qu'on veut te faire démontrer que la trajectoire est plane. Alors pour démontrer la planéité de la trajectoire, attention, tout tient dans la rigueur du raisonnement. On va appliquer le théorème du moment cinétique. Donc il faut expliquer ce que tu fais à la comète dans le référentiel héliocentrique, supposé galiléen. Donc la dérivée du moment cinétique, c'est le moment de la force de gravitation. Cette force étant centrale, F est dirigée selon le vecteur moins ER, donc parallèle au vecteur R. Donc le produit vectoriel est nul. Donc le moment cinétique est une constante vectorielle. Et à chaque instant, donc il faut bien expliquer pourquoi, lorsque le moment cinétique est constant, en fait il suffit qu'il garde une direction constante, c'est pas obligé que sa norme soit constante, même si c'est le cas ici. Donc, en quoi le fait que le moment cinétique soit constant implique la planéité de la trajectoire? Très souvent, les élèves prennent ça pour acquis, sans le démontrer vraiment. Alors, c'est les propriétés du produit vectoriel qu'il faut rappeler. À chaque instant, le vecteur position et le vecteur V sont perpendiculaires au moment cinétique, ce qui prouve bien que il faut expliquer quel est le plan de la trajectoire. Attention, c'est un plan passant par le pôle de la force, donc par S, et perpendiculaire à chaque instant au moment cinétique. Donc voilà, un petit dessin comme ça pour montrer que le vecteur vitesse, le vecteur position restent dans ce plan de la trajectoire, perpendiculaire à sigma. Et donc que la trajectoire est plane dans un plan perpendiculaire à sigma, passant par S. Alors une fois qu'on a établi ça, eh bien, on peut déterminer l'expression de la constante des airs en calculant le moment cinétique. Donc, dans le plan de la trajectoire, donc c'est R0, 0 vectoriel MV. Donc, les coordonnées de la vitesse en polaire, c'est R point, Rθ point. Et donc, sur Z, il n'y aura pas de coordonnées. Donc, on est dans la base ER, Eθ, EZ. Il ne faut pas que j'oublie de multiplier par la masse. Donc, on masque la première ligne. On fait le produit en croix, 0. On masque la deuxième ligne, on part du bas, le produit en croix 0, on masque la troisième ligne. Et donc on obtient M R carré θ point, vecteur EZ, MC EZ. Donc on appelle C la constante des airs. Donc R est une fonction du temps, θ point est une fonction du temps, mais le produit R carré θ point reste constant. C'est lié à la vitesse aréolaire. Donc, et à la deuxième loi de Kepler. Donc, c'était la question numéro 2. Alors, question numéro 3, on va te parler de l'énergie potentielle effective ou efficace.
Donc, établir la relation 1/2 de m r point carré égale EM moins E efficace de R. Donc, question très classique de cours de première année, quelle que soit la filière MP ou PC. Donc, l'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Donc, c'est 1/2 de m v carré. Il faut que tu connaisses l'expression de l'énergie potentielle, hein, sinon tu la retrouves par le gradient. Donc F est égal à moins G MSM sur R carré ER, donc la force en 1 sur R carré. Donc c'est moins D2 EP sur DR vecteur ER. Et donc tu en déduis l'énergie potentielle qui est là. Alors V, elle a été exprimée dans une base orthonormée directe. Donc ça fera 1/2 de M R point carré plus R carré θ point carré moins G MSM sur R. Donc la technique habituelle, c'est d'éliminer θ point en fonction de C et de R grâce à la constante des R. Donc 1/2 de M R point carré plus 1/2 de M, donc C carré R carré sur R4, donc C carré sur R carré, moins GMSM sur R. Et donc on identifie ici l'énergie potentielle efficace de R. Alors il fallait faire un graphique et donc représenter l'énergie mécanique qui est négative sur ce graphique et visualiser l'aphélie et le périhélie. Donc si on dessine l'énergie potentielle efficace en fonction de R, quand R tend vers 0, c'est ce terme-là qui l'emporte et qui tend vers l'infini. Quand R tend vers l'infini, c'est cet arc d'hyperbole mais négatif qui est comme ça, et donc il y a un minimum entre les deux. On va voir que c'est ce qu'on appelle R0 pour la trajectoire circulaire. Donc, il fallait représenter le niveau d'énergie mécanique. Donc je te rappelle que si l'énergie mécanique est strictement positive, tu as une trajectoire hyperbolique. Si l'énergie mécanique est nulle, c'est une trajectoire parabolique. Et si l'énergie mécanique est strictement négative, comme c'est le cas ici, elle se conserve donc au cours du mouvement, eh bien le mouvement va être limité entre deux rayons. R max, c'est à ça que sert ce graphe, hein. Donc et R min, puisqu'on sait très bien que l'énergie potentielle efficace de R est toujours plus petite que les niveaux d'énergie mécanique, puisque ce terme-là, il est toujours positif ou nul. Donc ici, on a R point qui est nul. Donc ce sont les deux seuls points pour lesquels R point est nul. Donc la vitesse va être orthoradiale. On le voit ici, si R point est nul, la vitesse est selon Eθ. Et donc, le rayon varie entre ces deux valeurs. Et en fait, donc c'est pour ça que ça correspond au rayon minimum et au rayon maximum. Alors, donc ça c'était la question 3. Je regarde si j'ai répondu à tout. Je crois que oui. Donc on va passer à la question 4. Donc question 4, montrer qu'il existe une trajectoire circulaire correspondant à R min, R égale R min égale R max égale R0 et EM égale E0. Alors la trajectoire circulaire, on le voit bien. Donc c'est forcément au minimum d'énergie potentielle puisqu'il faut que le rayon maximum et le rayon minimum soient confondus. Donc que l'ellipse devienne un cercle et que son centre, ces deux foyers, soient confondus avec son centre. Alors, déterminer l'expression de R0. Donc pour déterminer R0, on va dériver l'énergie potentielle efficace en fonction du rayon. Donc ça va nous donner du moins 2m c carré sur 2r cube plus gms m sur r carré. Et donc on va dire que ça fait 0 en R0. Et donc ça va nous donner R0 égale à c carré sur gms. On va reporter ça. Donc à ce moment-là, l'énergie mécanique vaudra E efficace
en R0. Donc on remplace et on va trouver moins GMS sur 2R0 qu'on pourra aussi écrire. Donc moins GMS au carré petit m sur 2 C carré. Donc voilà l'énergie mécanique minimale qui correspond aussi au minimum d'énergie potentielle efficace. Alors, question suivante. On note respectivement EC de R et EP de R. Donc ça, c'est ce qui était noté E0. Hein. Donc on note EC de R, 1,5 de mV carré. Donc EP de R, l'énergie potentielle. Donc qui varie toujours en 1 sur R, qui est négative. Déterminer la relation entre EC de R0 et EP de R0. Donc ça, ce sont les relations classiques pour la trajectoire circulaire. Alors soit on revient au PFD, c'est possible, ou alors on exploite toutes les données que l'on a trouvées ici. Alors pour trouver l'expression de la vitesse, comment on peut faire? On peut utiliser l'expression de la constante des airs, hein, puisque C c'est donc R carré θ point, c'est donc R carré, c'est donc R θ point fois R, mais R c'est R0. R0 θ point c'est la vitesse parce que c'est un mouvement circulaire et que la vitesse est purement orthoradiale. Donc on voit que la constante des airs c'est R0 fois V. Donc si on reporte ça là-dedans, on aura donc R0 égale à V carré R0 carré sur GMS. Et on va retrouver un résultat classique qui est que V c'est racine de GMS sur R0. On aurait pu le retrouver aussi par le PFD, bien entendu. Donc, on peut remplacer ça dans l'expression de l'énergie cinétique. 1,5 de m V0 carré. Et donc, on aura 1,5 de GMS m sur R0. Et donc, EP, bien sûr, c'est moins donc GMS m sur R0. Donc on voit que EC, il vaut moins 1,5 de EP. Et que E0 donc vaut moins EC. Et donc plus 1,5 de EP. Et bien sûr l'énergie mécanique est négative. À la question 5, on doit donc établir une équation du second degré en R, dont Rmin et Rmax sont les solutions, et qui permet de déduire l'expression de EM, donc une formule très classique que l'on démontre habituellement pour une trajectoire circulaire et que l'on généralise comme la troisième loi de Kepler en remplaçant le rayon par le demi-grand axe dans le cadre du programme. Donc l'idée c'est de dire que aux intersections du niveau d'énergie mécanique, donc strictement négatif, pour avoir deux intersections, donc le rayon à l'apocentre, le rayon au péricentre. Donc ici, on a R point qui vaut 0. Ça se voit dans l'expression de l'énergie mécanique en fonction de l'énergie potentielle efficace. Donc en ces points-là, énergie mécanique égale énergie potentielle efficace. Et donc, l'énergie potentielle efficace, donc c'était 1,5 de m CR carré, C carré sur R carré, donc plus l'énergie potentielle. Et donc, ça vaut le niveau d'énergie mécanique qui est fixé. Donc, il faut bien comprendre que dans ce raisonnement, c'est à la fois la constante des airs et également le niveau d'énergie mécanique qui sont fixés. Donc, on a une équation du second degré qu'on va ordonner. R carré, donc plus GMS MR, moins 1,5 de M C carré égale 0. Donc, AX2 plus BX plus C. Donc delta B2 moins 4AC, donc carré, donc plus 2 M
c carré EM. Alors, il fallait démontrer que ce discriminant était positif avant donc de résoudre et de trouver les racines. C'est bien sûr le rayon l'inconnu. Alors c'est très simple, en fait il suffit de dire que le niveau d'énergie mécanique il est forcément plus grand que ce minimum ici qui a été calculé pour une trajectoire circulaire. C'est d'ailleurs pour ça qu'on nous l'a fait calculer. Et donc on voit que si on écrit que ça c'est plus grand que GMSM au carré, donc plus 2M C carré E0, donc en remplaçant E0, tout se simplifie et en fait ça fait 0. Donc on est en plus conforté, c'est un petit moyen d'auto-vérification sur le fait que notre calcul va bien et qu'on est dans la bonne direction. Alors on écrit les deux racines, donc R min, R max, donc moins B, moins GMSM, plus ou moins racine de delta sur 2A, donc sur 2EM. Alors, on nous demandait donc de démontrer l'expression de la relation entre l'énergie mécanique et le demi-grand axe. Donc ça c'est intéressant parce que c'est un résultat un peu à la frontière du programme. Donc sur ce dessin, on voit que 2A, A c'est la distance entre le centre de l'ellipse et le péricentre ou ici l'apocentre. Donc 2A c'est R min plus R max. Donc on fait la demi-somme des racines, le plus ou moins delta va se simplifier. Et donc on va trouver moins 2 G MSM sur 2 fois l'énergie. Et donc effectivement on trouve que l'énergie c'est moins G MSM sur 2A. Voilà, formule très connue que je t'encourage à connaître par cœur. Et qui se démontre encore plus simplement que ça dans le cas du mouvement circulaire. Alors ensuite, résoudre l'équation, il fallait trouver l'expression de l'excentricité. Alors, c'est là qu'on va utiliser le fait qu'entre oméga, le centre de l'ellipse, et S, le foyer, la distance, c'est A fois E. Donc on a R max qui vaut A plus AE, donc A facteur de 1 plus E, et R min qui vaut A moins AE, donc R min est égal à A1 moins E. Donc on va faire le quotient. R max pour éliminer A. Donc ça fait 1 plus E sur 1 moins E. Et donc on en déduit que E c'est R max moins R min sur R max plus R min. Alors R max moins R min, quand on fait la différence cette fois-ci, c'est le delta qui va rester. Alors attention, hein, parce que R max c'est avec le moins, étant donné que l'énergie mécanique, ne l'oublions pas, est négative, donc ça va faire moins 2 racine de delta sur 2EM. Voilà, donc ça c'est le numérateur, oui. Et puis au dénominateur, R max plus R min, en fait ça c'est 2A, donc 2A. Et puis donc EM fois 2A, on peut le remplacer par moins GMSM. Donc ça fait racine de delta sur GMSM. Donc voilà l'excentricité. Alors on pourrait peut-être remplacer racine de delta pour simplifier cette expression. Donc on aurait E égale, donc sous la racine, quand on va simplifier par GMSM, ça va faire racine de 1 plus donc 2m c carré, donc l'énergie mécanique c'est moins GMSM sur 2A divisé donc par GMSM. Et donc on voit que ça va faire, donc là aussi on est conforté parce qu'on trouve un truc qui est plus petit que 1. Donc 1 moins, donc les GMSM se simplifient. Et donc il reste, le résultat final il est assez simple. MC carré sur petit a. Oui, là il y a un carré.
Donc on va réinjecter, donc E est égal à racine carrée de 1, donc plus 2mc carré, donc moins gms fois moins gmsm sur 2a sur gmsm, mais au carré parce qu'on l'a rentré sous la racine. Et donc ce qui va nous donner E est égal à 1 moins, donc on a beaucoup de simplification. Donc il va rester c carré sur g ms a. Donc voilà l'expression de E, l'excentricité. Alors, donc on va aborder maintenant la question 6. Donc question 6, quelle est la propriété de la vitesse aréolaire de la comète? Donc on nous explique ce que c'est. Donc c'est l'air balayé par unité de temps par le rayon vecteur. Alors on sait qu'au voisinage du péricentre, la vitesse est plus vite, puisque dans le même temps, on sait qu'il faut balayer le même air que quand on est par exemple à l'apocentre. Donc c'est l'air balayé par unité de temps, donc c'est la deuxième loi de Kepler. Donc qui avait observé ça avant qu'on puisse le démontrer. Et évidemment, il faut que tu saches relier ça à la loi des airs et donc à la norme du moment cinétique. Et donc, ça va faire l'air de l'ellipse, donc pi a carré racine de 1 moins e carré, divisé par le temps mis donc, pour balayer toute l'ellipse. Et donc, ce qu'on aimerait à partir de là, c'est certainement redémontrer la troisième loi de Kepler. On sent que c'est ce qui est ça. Alors, l'énoncé était un peu ambigu parce que la troisième loi de Kepler, on l'avait généralisée dans la question 1. Donc, on se demande un petit peu l'énoncé à ce niveau-là. Et c'était pas limpide, mais enfin bon. C'est un peu ça qu'il faut faire quand même. Donc, ça fait C sur 2. Donc, racine de 1 moins E carré, ça va faire C carré sur GMSA, donc on va élever ça au carré, donc ça c'est 1 moins E carré, 1 moins E carré, et donc ça va faire C TC sur 2 pi A carré, le tout au carré. Et donc là on retrouve la troisième loi de Kepler, donc c'est pas mal parce que grâce à cette épreuve, on a une démonstration de la troisième loi de Kepler dans le cas elliptique, chose qui était sortie des programmes, avec la réforme, mais qui a été remis au goût du jour avec ce sujet-là. Alors pour la question 7, on parle d'assistance gravitationnelle. Je vais sortir une vidéo à part, parce que j'ai une animation à te proposer pour qu'on comprenne vraiment ce qu'est l'effet de fronde. C'est assez joli. Et donc je vais sortir une petite vidéo supplémentaire juste pour cette question 7, pour parler de l'assistance gravitationnelle. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a été utile. À la prochaine fois.